le rendez-vous de la santé, un événement en partenariat avec le groupe Mutuel, la HESSO Valais-Valis et Promotion Santé Valais. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette deuxième édition de la Journée de la Santé. On est ravis de vous retrouver aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui pour cette deuxième édition. Pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, la thématique était consacrée à la surconsommation des médicaments chez les personnes âgées. Cette année, c'est un autre sujet tout autant concernant, tout autant important, la santé mentale des jeunes. Donc ce rendez-vous de la santé, il s'articule en deux moments. Vous avez dans les éditions du Nouvelliste qui sont dans les sacs que vous pouvez prendre après à la maison, un dossier thématique consacré à la santé mentale des jeunes. Donc la rédaction du Nouvelliste depuis quelques jours s'active à préparer ce dossier. Donc 7 pages qui parlent de la thématique avec du témoignage, un sondage exclusif qui a été réalisé avec Miss Trend. Merci beaucoup pour ce sondage parce qu'on a vraiment des données actuelles vu que le sondage s'est terminé au mois d'août. Donc c'est vraiment les derniers chiffres sur la thématique dont on peut vous faire mention aujourd'hui. Donc deuxième journée, c'est un projet assez ambitieux d'avoir ce dossier thématique et cette conférence de ce matin. Pour ça, il faut évidemment des partenaires. Donc, je remercie grandement Promotion Santé Valais. Vous avez d'ailleurs un stand de Promotion Santé Valais derrière vous. Ils seront là pendant la partie aussi d'apéro à la fin de la matinée pour aller vous renseigner sur la thématique. Il y a des flyers, etc. Donc, vous pouvez repartir avec de la littérature sur la thématique. La HESSO, Rhône TV, qui fait une retransmission en direct. Donc, bonjour à toutes celles et ceux qui nous suivent depuis la maison. Miss Trend, je l'ai dit, donc notre partenaire sur le sondage. Évidemment, la Foire du Valais qui nous accueille aujourd'hui. Et puis, notre partenaire principal pour ce rendez-vous de la santé, le groupe Mutuel, qui, pour la deuxième année consécutive, nous fait confiance et nous donne la totale liberté sur la thématique, le dossier éditorial et puis la journée d'aujourd'hui. Je crois qu'ils ont aussi envie de vous souhaiter la bienvenue. Alors, j'appelle Stéphane Andenmatten, membre de la direction du groupe Mutuel, pour venir vous dire quelques mots. Chers invités, chers partenaires, c'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à ce deuxième rendez-vous de la santé ici à la Foire du Valais. La thématique que nous allons aborder ce matin nous touche tous de près ou de loin. Ce n'est pas anodin, ça devient même très préoccupant. Préoccupant en premier lieu pour les jeunes concernés, mais aussi pour les familles touchées, pour le système d'éducation, pour la société en général. Il s'agit aujourd'hui d'un problème de santé publique préoccupant. Les résultats du sondage exclusif mené par le Nouvelliste viennent d'ailleurs confirmer cette tendance. Sans dévoiler les détails qui vont vous être présentés tout à l'heure, je peux déjà vous dire que les résultats et les constats doivent nous interpeller. En tant que responsable des ressources humaines, je peux d'ailleurs constater presque chaque semaine les enjeux que peuvent provoquer les problèmes de santé mentale chez les jeunes en entreprise. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est vraiment la difficulté à trouver des réponses adéquates à cette problématique qui est relativement nouvelle, à laquelle les entreprises ne sont pas encore pleinement préparées. Alors que faire pour essayer de changer les choses ? Maintenant que le problème est connu, il est calibré, mesuré, il est urgent de mettre en place des mesures adaptées, coordonnées et ciblées pour améliorer rapidement la santé mentale des jeunes et surtout de se doter des moyens pour y parvenir. L'objectif d'un événement de ce type est d'y contribuer modestement, en mettant en avant cette thématique et en ouvrant le débat. Pour terminer,
Je tiens au nom du groupe Mutuel à remercier chaleureusement l'ensemble des partenaires de ce deuxième rendez-vous de la santé et en particulier le Nouvelliste pour son remarquable engagement dans ce projet commun qui nous tient à cœur. Merci également pour votre très nombreuse présence ce matin. Et j'ai maintenant le plaisir de repasser la parole à Noémie pour la suite de la matinée. Et je vous souhaite une bonne conférence. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Donc on l'a dit, c'est une thématique qui est très très large. Quand on parle de santé mentale, il y a évidemment plein d'aspects qui sont concernés. Donc vous avez en long et en large la thématique détaillée dans l'édition du jour. Ce matin, la conférence, on avait envie de se focaliser sur deux aspects en particulier, à savoir le smartphone, les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment un aspect très important aujourd'hui dans la vie des jeunes. Pour poser un peu le décor, je vous laisse découvrir la vidéo de ma collègue Virginie Marais qui parle du sujet. Si tu as moins de 35 ans comme moi, tu fais partie de celles et ceux qui ont grandi un téléphone à la main. La génération la plus connectée de l'histoire, mais aussi celle la plus touchée par l'anxiété et la solitude. Et pour les ados d'aujourd'hui, les indicateurs sont au rouge. Depuis la pandémie, on en parle toujours plus. Je voudrais que la santé mentale soit la grande cause nationale en 2025. Mais c'est quoi exactement la santé mentale? Pour l'OMS, c'est l'état de base, le bien-être mental qui nous permet d'affronter les aléas de la vie et de bien fonctionner. Et les chiffres ne mentent pas. Chez les jeunes, il y a urgence. Le peu d'études qui existent, elles vont toutes dans le même sens. Et puis, elles mentionnent que la santé psychique des jeunes, que la charge psychique des jeunes, elle a augmenté ces dernières années. Un jeune sur 5, entre 16 et 25 ans, et en particulier les jeunes femmes, disent souffrir de symptômes dépressifs qui vont de modérés à sévères. Les professionnels qui répondent à la ligne d'urgence du 147, ils ont de plus en plus d'appels, donc en termes de quantité, et puis aussi de plus en plus d'appels sur des sujets comme les pensées suicidaires ou bien des états d'anxiété. Mais il n'y a pas que ça. Le mal-être psychique peut aussi s'exprimer sous la forme de phobie scolaire, de troubles du comportement alimentaire, d'automutilation ou de violence. Ce qui surprend au-delà de l'augmentation des cas, c'est que ces pathologies touchent aujourd'hui des personnes de plus en plus jeunes. Avant, l'anorexie apparaissait plutôt chez des jeunes filles de 15 ans. Aujourd'hui, elle survient même avant 9 ans. Alors, pourquoi les jeunes sont-ils particulièrement touchés ? Ils vivent dans un contexte qu'on appelle multicrise. Ça a commencé avec la pandémie, puis ensuite il y a la crise climatique, l'inflation, la crise énergétique, puis enfin la guerre en Ukraine et au Proche-Orient. Et donc ce contexte multicrise, il génère un climat anxiogène qui est en plus amplifié par les contenus qui sont disponibles sur les réseaux sociaux. Donc en fait, les jeunes, ils ont accès très vite à beaucoup d'informations, beaucoup d'images. Le téléphone est la première chose que prennent les jeunes le matin et la dernière qu'ils posent le soir avant de s'endormir. Et ils y passent du temps, beaucoup de temps, car tout est fait pour rendre accro. Chaque application, chaque contenu numérique présente des risques et des opportunités. Ce qui est plus déterminant, c'est moins la durée d'utilisation que le contenu qui est consulté. Les influenceurs et créateurs du contenu y exposent des corps parfaits, des vies parfaites. Et forcément, ça pousse à la comparaison. On ne se sent jamais assez bien, jamais assez beau et jamais assez riche. Selon un sondage du Nouvelliste, un tiers des jeunes ont l'impression que leur utilisation des réseaux les empêche de faire d'autres activités et sont un frein à leur relation personnelle. Alors que faire ? Le numérique, ça fait partie du quotidien des familles, des enfants, des jeunes. Donc le but, c'est pas de diaboliser les outils, mais d'avoir des ressources qui permettent de vivre au mieux avec ces outils. Et puisque les ados passent beaucoup de temps sur les réseaux, certains se sont dit que c'était là qu'il fallait agir. Des comptes déstigmatisent aujourd'hui les troubles de santé mentale et invitent les jeunes à libérer la parole. Et on peut aussi avoir des aspects positifs. Donc les médias numériques, ça facilite les contacts sociaux, ça donne un accès à l'information. Si on pense à Instagram, l'application, elle permet d'avoir la création d'une communauté et puis l'appartenance à un groupe qui partage les mêmes intérêts. Par contre, il y a aussi ce risque d'être exposé
à des contenus qui sont violents ou pas appropriés. Et puis c'est là qu'on a vraiment un besoin de régulation. Et du côté des plateformes, les choses commencent à bouger. En France, une plainte collective a été déposée contre TikTok par des familles. L'Australie a choisi une solution plus radicale, interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. On n'en est pas encore là, même si la sonnette d'alarme a déjà été tirée. Des cantons comme le Valais ont décidé de bannir les téléphones des classes. En parallèle, les spécialistes demandent plus d'offres de conseils et de thérapie, car les services de pédopsychiatrie sont un peu partout surchargés. Ce qui est sûr, c'est que la santé mentale est au cœur des préoccupations. L'an dernier, c'était d'ailleurs le thème majeur du Parlement des jeunes à Berne. Il a demandé la création d'une loi fédérale pour protéger et améliorer le bien-être psychique des plus jeunes. Alors, si on écoutait nos ados ? Voilà, merci. Donc un mal-être psychique qui peut être amplifié par les réseaux sociaux, c'est vraiment une vaste thématique. Pour ça, je vais avoir un petit peu besoin d'aide pour l'aborder. Donc j'appelle les intervenants de la table ronde et je les remercie d'entrer pour leur présence. Boris Guignet, chef du service de psychiatrie, psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent. Julian Daguerre, élève à Don Bosco et fondateur de l'association Blue Power. Sophie Cotagnou, qui est coordonnatrice cantonale pour un usage numérique responsable. Et Paolo Vivani, éducateur et membre du comité de l'association valaisanne de travail social. Installez-vous. Bon, vous êtes à côté de moi, Boris, alors je vais commencer par vous. Ce Parlement des jeunes qui demandent aux grands, aux adultes de prendre en charge leur santé mentale, qu'est-ce que ça vous inspire que l'influx vienne de leur part ? On m'entend ? Ouais. Oui. Ça m'inspire simplement que souvent il y a plein de choses qui viennent des jeunes en fait. C'est la vivacité quand même de notre société. Et puis, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une demande de repères, en tout cas, aussi là-dedans, quelque part. Un besoin de pouvoir savoir sur quoi on peut s'appuyer ou pas. Sophie Cotagnou, est-ce que vous avez eu la même réaction ? Est-ce que le fait que les jeunes aient besoin de repères, c'est quelque chose que vous voyez dans votre quotidien ? Oui, effectivement, on voit bien ça dans notre quotidien. À Promotion Santé Valais, on voit que les jeunes, quand on va dans les classes avec mes collègues, etc., on voit que les jeunes sont à la recherche de repères et on le voit aussi bien sur les réseaux sociaux, je pense. Alors, on a fait ce sondage donc avec Mistren, donc on va utiliser les chiffres vraiment comme fil rouge de cette discussion. Donc le premier chapitre, c'était sur le smartphone. Il y a 81% des élèves, des personnes sondées, qui avouent une dépendance au smartphone. Si on peut juste passer la slide d'après, comme ça vous avez tous le chiffre. Celle d'après, désolée, merci. Donc là, voilà, 27% qui se disent très dépendants. 54% qui se disent assez dépendants. Paolo Vivani, vous êtes éducateur, donc vous êtes au contact des jeunes. Comment est-ce qu'on vit avec cette dépendance ? Alors, pour certains jeunes, c'est très compliqué. Alors, par mon travail, c'est vrai que j'accompagne des jeunes qui sont déjà en grande difficulté sociale et psychique, donc c'est encore plus compliqué pour eux. On doit vivre en mettant ils demandent à être accompagnés, ils demandent un cadre parce qu'ils n'arrivent plus à le mettre eux-mêmes. Ils ont une prise de conscience, ces jeunes, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ce Natel, mais ils n'arrivent pas à s'en détacher pour la plupart. C'est quelque chose de compliqué. Ils ont une certaine ambivalence, ils sont conscients. Oui, je sais, mais voilà, c'est tout ce qu'on voit, les algorithmes demandent tout le temps d'aller, donc c'est assez compliqué de trouver. Entre l'interdiction, il y a les écoles qui interdisent, on essaye de prôner plus le dialogue, un échange, et une construction avec le jeune. Qu'est-ce que si tu n'as pas le Natel, qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Et puis voilà, mais c'est pas simple.
Juliane, donc vous avez 15 ans, donc vous êtes vraiment dans la cible. Racontez-nous un petit peu, c'est quoi votre utilisation du smartphone hein, vous, là, il y a les chiffres, donc 52% prennent leur téléphone juste après le réveil, 67% le soir avant de s'endormir. Moi, ce qui me choque le plus, c'est les chiffres pendant les repas. Donc ça veut dire que c'est un allié sur toute la journée, ce smartphone. Vous confirmez ? En fait, je dirais vraiment que ça dépend des cas de chacun a son utilisation. C'est vrai que je peux être mis face à face à des personnes qui effectivement utilisent leur téléphone d'une manière exagérée, qui, je pourrais dire, auraient la phobie de s'en être séparés. Moi, personnellement, j'ai de la chance, je ne me considérais pas comme accro. J'utilise beaucoup à manière créative, que ce soit par rapport à ma fondation, par rapport à alimenter mes réseaux sociaux, par rapport à ma musique. Mais effectivement, je me surprends moi-même de dépenser des nombres d'heures d'utilisation sur le téléphone qui est juste gigantesque. Alors ça va être confirmé, ce que vous dites là. On a été voir des collégiens de Sion qui vont nous parler de leur utilisation. Malheureusement, je pense que j'utilise aussi mon téléphone avant de dormir, j'utilise très souvent. Avant d'aller me coucher, je finis d'étudier, je suis dans mon lit, je regarde un peu les nouvelles du jour, je passe du temps sur les réseaux. Alors j'utilise plutôt le soir quand je rentre chez moi pour écrire des messages, pour traîner sur les réseaux sociaux et détendre un peu avant d'aller se coucher. Après les cours pour contacter mes amis, sinon quand je suis seule, je fais le tour des réseaux pour voir les nouvelles. J'essaye de ne pas employer mon téléphone que des temps que je pourrais consacrer à un peu du partage social. C'est des moments où je suis seul et puis j'ai pas grand chose d'autre à faire, je se concentre principalement le matin, parfois un peu dans le trajet du train, mais j'essaye plutôt de trouver d'autres choses comme de lire un journal nouvelliste. Lors du réveil, non, mais avant de dormir, oui, très souvent. Je me sers plutôt de mon téléphone à la maison, puisque maintenant il y a une nouvelle règle au collège qui nous interdisent de l'utiliser. Pas trop dans les transports publics, puisque je passe pas mal de temps avec mes amis. C'est que justement, avec cette mesure qui a été prise dans le collège d'abolir le téléphone, ou en tout cas de l'interdire dans le cadre du bâtiment, ça nous pousse aussi un peu à nous rendre compte qu'on n'est pas dépendant, qu'on peut faire sans. Quand je suis avec ma famille et ça, je mange pas avec le téléphone. Après, c'est vrai que souvent je mange seul à la maison parce qu'ils travaillent ou ils sont juste pas là. Donc à ce moment-là, oui, plutôt ma tablette que mon téléphone. Je regarde juste une vidéo. J'essaye même ici, quand je suis à la cantine et que je suis seul, de ne pas l'employer, réapprendre à m'ennuyer. Je ne suis pas exemplaire parce que j'y arrive pas toujours, mais j'essaye de le faire. Quand je mange pas avec ma famille, oui. Si je suis seul, oui. Mais si j'ai une personne avec moi, si je suis avec mes parents ou si je suis à la maison, ça c'est une règle que j'ai aussi à la maison. J'essaie de pas du tout utiliser mon téléphone. Je l'ai sur moi, je sais qu'il sonne, des fois je sens qu'il vibre. Mais pour moi le repas c'est assez important et j'essaie de le faire sans téléphone. À l'école, pas trop, parce que plutôt on est avec des amis, on discute. Des fois c'est juste pour vérifier si j'ai des messages importants, mais pas plus que tant. À la maison non plus, parce que depuis petite on m'a toujours dit que c'était non à table. Et je trouve que le repas c'est plus un moment de partage, de discussion. À titre personnel, je mange avec mes amis, donc on utilise rarement notre téléphone. J'essaie de réduire, j'essaie de faire des choses, mais je pense qu'on a été aussi un peu conditionné à ça. On fait partie d'une génération qui a baigné là-dedans, qui a des habitudes, qui a pris des habitudes vis-à-vis du téléphone. On peut toujours s'améliorer et on n'est pas condamné. On n'est pas condamné. On remercie ce jeune pour sa dédicace aux nouvellistes. Il y a plein de choses très intéressantes qui sont dites. On va les reprendre sur cette interdiction du smartphone dans le cadre scolaire. Comment vous, Sophie Cotagnou, vous la percevez, cette interdiction ? Est-ce que c'était une bonne mesure ? Je pense que c'est une très bonne mesure qu'a pris le canton du Valais. C'est important que l'école puisse rester un lieu un safe, si on veut, un lieu de sécurité pour les jeunes. Aussi, les smartphones à l'école, je pense que ça, par rapport à l'attention, ça prenait une partie de l'attention qui n'était plus disponible pour les cours. La sociabilisation, alors certes, les smartphones, ça fait partie de la sociabilisation, autrement, mais sociabilisation quand même. Et d'enlever ces smartphones dans ces moments-là, ça permet aux jeunes de retrouver un autre type de sociabilisation. Donc je pense que là aussi, c'est un point positif. Et ça enlève aussi pas mal d'opportunités sur les heures de la journée pour justement des contenus pas adaptés, du cyberharcèlement, des enregistrements ou des photos à l'insu des autres en classe. Donc je pense que c'est une très bonne mesure. Beaucoup d'écoles le faisaient déjà, bien sûr, mais là au moins il y a un cadre, les écoles savent sur quoi s'appuyer. Je pense que c'est très bien. Paolo Lioni, c'est quoi la règle à Don Bosco ? Alors moi je travaille à Cité Printemps. Ah pardon. C'est Juliane qui a Don Bosco. Ouais. Pardon. Alors nous, par rapport au Natel, c'est vrai ils sont posés pendant les moments de repas. Ça c'est une règle, 15 minutes avant le repas, chaque repas. La nuit,
Ils sont au bureau des éducateurs, donc il n'y a pas de Natel chez les jeunes ou d'ordinateur pour les moments du coucher. Donc voilà, c'est un peu les seules règles. Après, on a des règles individuelles avec certains jeunes où on voit que y a une utilisation inappropriée, puis qu'on doit peut-être un petit peu plus limiter. Et ça, c'est un peu au cas par cas, on n'a pas une règle générale. On essaye aussi plutôt d'être dans la construction. Qu'est-ce qu'on répond à un jeune? Julien le disait, ça aide à la créativité. Ces jeunes le disent aussi, c'est un outil, c'est une béquille des fois dans certains domaines. Qu'est-ce qu'on répond alors à cette ambivalence d'un outil qui sert quand même d'un côté? C'est un peu de démontrer l'équilibre, de prendre le jeune où il en est, et puis voilà, ici il y a quelque chose qui ne va pas, de regarder les raisons qui ne vont pas. Est-ce que c'est le Natel, parce que tu es dans ta chambre 5 heures par jour et puis que tu ne vas plus au sport, donc il y a un peu d'isolement. Est-ce que c'est ça qui fait que tu dors un petit peu mal? Donc c'est essayer de le faire prendre conscience d'une difficulté qui sera peut-être pas le Natel, hein. Ce n'est pas toujours le Natel qui est la cause de tous les maux, et on essaie de construire avec lui, avant d'arriver à des sanctions où on dit on te prend le Natel 3 heures par jour parce que ça ne va pas. Certains ont besoin de ce cadre-là parce qu'ils n'arrivent pas, et puis ils rentrent bien dans ce cadre-là où c'est clairement la sanction, non. Par contre, il faut proposer autre chose. Si on prend le Natel, si un jeune qui est déjà parler de l'addiction du Natel, si on y enlève et puis qu'on ne propose pas une alternative, la prochaine fois qu'on y redonnera, ça va repartir. Un jeune disait, c'est j'essaye de réapprendre à m'ennuyer. Et quand on voit les résultats du sondage, entre 2 sommeils, même les jeunes prennent leur téléphone. Aujourd'hui, on ne s'autorise plus à s'ennuyer, Boris Vignier. J'aime assez bien cette idée de réapprendre à s'ennuyer. J'ai l'impression qu'on est tombé quand même sur le bon élève. Hein, parce que, mais je sais pas. Il est le nouvelliste, donc c'était pas lui, mais... Après s'ennuyer, c'est quand même enquiquinant. Hein. Puis je pense qu'on est dans une société où tout va très vite à l'heure actuelle, et puis où c'est... Pour moi, ok, s'ennuyer, ce que ça ouvre comme perspective ou comme réflexion, c'est en fait sur tout le monde onirique, et puis sur cette importance de pouvoir aussi être un peu créatif, toute la créativité qu'on a dans ce moment-là. Moi, ce qui m'intéresse quand même plus dans ces histoires, ou ce qui peut questionner dans ces téléphones portables, c'est que finalement, ils ont plein de visages, ces téléphones portables. Ils ont le truc social, hein, parce qu'on parle de réseaux sociaux, donc forcément, il y a le truc social, qui a un intérêt de mettre en lien. C'est quand même ce à quoi l'être humain, il est voué. Enfin, c'est un peu notre ADN. Il y a pas mal de monde ici. On a besoin d'échanger, de discuter et tout. Et puis il y a quand même aussi toute une autre partie de ces... Alors on oublie même le fait qu'on peut s'appeler, hein, donc, okay. Oui, mais on a toute une autre thématique de ces téléphones qui est... tu en as parlé un peu de ces algorithmes. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y a quelque chose d'enfermant et d'excluant. Moi, je trouve que c'est là qu'il y a quelque chose qui est intéressant, parce qu'on enferme quand on démarre avec ça, on se fait enfermer dans une bulle numérique quelque part qui peut nous vampiriser. Et je pense que la question, plutôt que de savoir comment... alors c'est bien, c'est important qu'il y ait des règles, qu'il y ait des points de repère. Mais la vraie question, c'est finalement, on devrait se la poser à ces ados et la poser à leur entourage. C'est quand est-ce qu'ils échangent et sur quoi ils arrivent encore à échanger avec les gens qui sont importants pour eux. C'est incroyable, vous anticipez la suite sans que je demande, parce que c'était une des questions du sondage, donc c'était de savoir dans quelle mesure est-ce que ça empêchait les jeunes de passer du temps avec leur famille, leurs proches, etc. Il y a quand même un sondé sur 3 qui avoue que son téléphone l'a empêché de faire une activité. Ouais.
Mais ils en sont conscients, hein. Enfin, mais c'est assez étonnant. Mais par contre, quand on écoutait les 4-5 jeunes du collège, alors ils avaient l'air d'être bien dans leur basket, hein, ces jeunes du collège. On n'a pas ressenti ça. Hein. Ils ont tous dit, quand je suis dans un moment où il n'y a pas d'activité sociale, où il n'y a pas autre chose à faire, je prends du temps là-dessus, à gérer mes réseaux. Mais oui, alors à partir du moment où ça devient un frein à la sortie. Mais alors là aussi, moi j'ai un regard qui est biaisé, parce que moi j'ai le focus quand même, comme pédopsychiatre, je suis désolé, mais j'ai un peu un focus qui est biaisé. Je côtoie beaucoup moins de 80% de la population qui fonctionne très bien. Mais c'est vrai que quand on a des difficultés soi-même, quand on n'est pas bien dans ses baskets pour des x, y raisons, on a tendance à se dire, à trouver des moments où on pense en tout cas qu'on va être en sécurité et qu'on va être bien. Et puis c'est ce qui nous pousse pas à apprendre à sortir et à socialiser et à aller vers des activités. Sophie Cotanu, donc vous, c'est vraiment le corps de votre métier de coordonner tout ce qui touche à un usage responsable du numérique. Donc quand on voit ces chiffres, que 1 sur 3 avoue que ça empêche de faire une activité, que 12% concèdent que ça a créé des tensions et que ça en crée même très souvent avec ses proches, comment vous commentez ces chiffres ? C'est vrai que c'est quand il y a un impact sur le fonctionnement dans la vie quotidienne, c'est là que ça commence à poser problème. C'est pas en soi le téléphone portable ou en soi le réseau social qui va poser problème. En soi, ça il peut être bon ou mauvais. C'est vraiment plus son utilisation, ce qu'on en fait, ce qu'on voit, comment on se ressent, comment on se sent, quand on est dessus. Et quand il y a un impact fonctionnel comme ça sur le quotidien, je pense que c'est là qu'il faut se questionner puis se dire mon utilisation des réseaux, elle a un impact sur ma vie familiale, elle a un impact sur ma vie professionnelle ou mes études, elle a un impact sur ma vie sociale ou peu importe. Et c'est là qu'on peut se questionner. Mais je pense que par contre, dans les vidéos qu'on voit, oui, c'est très très bien, on a donné la parole aux jeunes, mais moi, en tant qu'adulte, je me dis tout pareil pour moi. Et je pense que tout le monde se dit ça aussi. Donc finalement, les adultes, on n'est pas vraiment différents par rapport à ces smartphones. Boris ? Ouais, quand les téléphones portables commencent à avoir un impact sur notre vie sociale, c'est qu'il y a probablement une raison auparavant, parce que quelque part tu te réfugies aussi sur les réseaux sociaux ou sur les smartphones parce que tu es en difficulté. Donc c'est un peu compliqué, parce que d'un côté il y a quelque chose qui est un petit peu salvateur momentanément, quand les jeunes, quand on essaye, quand on s'évade, ou je sais pas comment il faut dire, sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a le deuxième effet qui se coule qui souvent, il y en a 3. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que souvent, quand les parents sont un petit peu, sont attentifs, ils viennent un petit peu vous taquiner ou vous secouer un peu pour que vous sortiez un peu de ça. Et puis, il y a le troisième effet qui se coule, c'est que t'apprends moins à affronter ce qui est l'ADN de l'être humain, c'est ce côté social, le fait d'aller. On n'a pas, moi, j'ai pas envie de venir devant 200 personnes, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, raconter mes trucs à des gens, et quitte à les. C'est pas contre vous, hein. Non, quoique je connais pas tout le monde, mais par contre, non, c'est compliqué. Mais d'un autre côté, c'est en exerçant ça qu'on arrive mieux à socialiser. Et puis c'est en socialisant qu'on se sent plus sécure et qu'on se rend compte qu'il y a de la bienveillance parmi les gens qui nous entourent, qu'on n'est pas que critiqué, qu'on n'est pas que attendu sur nos erreurs, etc. Ce qui est vraiment une grosse problématique une grosse inquiétude de l'enfance, de l'adolescence, qu'on arrive plus ou moins à calmer quand on ne fonctionne pas trop mal à l'âge adulte, mais qu'on arrive à calmer. Pourquoi ? Parce qu'on a entraîné sans s'en rendre compte.
à travers les jeux, à travers les sorties, à travers le fait d'aller, de devoir aller se confronter à. Sur la responsabilité des adultes, bon, donc vous, Paolo Vivani, et les autres éducateurs, vous faites attention à montrer le bon exemple. On essaye, oui. C'est sûr, c'est pas toujours facile parce qu'on travaille avec nous-mêmes, donc des fois il y a des journées où on a moins envie, et puis voilà. On essaye surtout de leur montrer que ce smartphone, ça peut être un outil fantastique, mais il y a des garde-fous à avoir, il y a des contrôles à avoir, de ne pas tout croire ce qui se passe dessus, d'aller vérifier les sources, de questionner un petit peu plus entre eux aussi, donc questionner, partager, d'échanger, qu'est-ce qui se passe, j'ai vu ça, mais tu te rends compte, oui, mais va vérifier derrière, est-ce que c'est vraiment vrai? Donc tout ça, c'est un travail qui est long, et puis c'est vrai que c'est un cercle vicieux. Ces jeunes, ils s'enferment parce qu'ils sont bien là-dedans, ils s'enferment ils ont l'impression d'exister parce qu'il y a eu 3000 likes sur la première vidéo qu'ils ont mis, et puis en même temps, ils s'enferment dans cet isolement. Il n'y a plus beaucoup de participation à des clubs sportifs, et tout ça, on voit les jeunes qui ont encore ce club de foot où ils vont s'éclater 3 fois par semaine avec des gens, ils ont moins cette problématique-là, parce qu'il y a cet équilibre entre de voir des vrais gens et de rester enfermé. Donc le travail de l'éducateur, c'est d'essayer de montrer tout ça. Certains jeunes le font très bien, puis certains jeunes avec des difficultés psychiques très fortes, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on a vu les collégiens, donc on pense qu'ils ont déjà une structure un petit peu plus stable. Ils ont l'impression de gérer. Alors moi, je travaille avec des jeunes qui n'ont pas ça, donc c'est plus compliqué. C'est incroyable, vous m'aidez tellement dans les transitions, parce qu'on a été demandé aux jeunes collégiens, justement, est-ce que ça limitait leur interaction avec les autres? Je dirais pas que je m'interdis des choses parce que j'aime beaucoup sortir, j'aime beaucoup voir mes amis et je pense pas que le téléphone m'empêche de faire ce que j'aimerais faire. Je fais aussi du foot, j'ai un à côté et justement comme je fais du sport, j'ai pas mon téléphone, je l'écarte complètement. Je dirais que ça m'empêche d'être plus productif mais pas forcément d'avoir une vie sociale, de profiter et de faire ce que j'aime. Au lieu de par exemple faire un truc pour les cours, des fois je suis sur mon téléphone et là à ce moment-là oui c'est une limitation de ce que je pourrais encore plus faire. J'aurais pu peut-être avoir des meilleures notes. Et il y a des périodes où on a plus ou moins de motivation et d'autres où ma foi on se laisse un peu aller. Et j'essaie de toujours garder en tête que mon but, c'est de garder un équilibre. Personnellement, contact humain, je pense que ça ne me limite pas, mais peut-être parfois si j'ai pas trop envie de faire mes devoirs, je préférais aller sur le téléphone. Du coup, peut-être sur le niveau scolaire, oui. Je pense que ça limite malgré nous dans les moments où peut-être on est moins enclin à parler aux gens, c'est-à-dire on attend un transport public, on est sur notre téléphone, peut-être qu'à côté de nous souvent il y a des personnes âgées qui s'asseyent, qui attendent aussi et qui elles n'ont pas forcément cette distraction. Peut-être que ne pas l'avoir, ça peut engager peut-être plus facilement des discussions. L'utilisation de mon smartphone ne m'empêche pas de faire quoi que ce soit, enfin ça me limite pas. Au contraire, je pense que niveau social, le téléphone c'est une bonne chose. Avoir plus de personnes dans son répertoire. Les gens sont pas là, on peut envoyer un message et toujours garder un contact. Souvent même avec les groupes de classe ou bien les groupes de famille, il y a beaucoup de messages qui arrivent, les mails, il y a tout et des fois ça me fait vraiment du bien de le laisser de côté et de rien lire ou ne serait-ce que mettre en mode d'avion et que j'oublie que je l'ai mis en mode d'avion et je me dis j'ai rien, tant mieux, parce que des fois il y a trop et on sait plus où donner de la tête. Avec mes amis, je dirais pas non plus, vu que c'est un peu ce qui peut nous réunir, si on a des gens en commun, des passions en commun vis-à-vis de ça, ou si on se montre des vidéos, je dirais plutôt que ça nous rassemble. Des fois, ça a pu arriver que si une personne, par exemple pendant une soirée, est trop sur son téléphone, on va lui faire la remarque, mais ça n'a jamais causé de grosses embrouilles, de gros problèmes. Juliane, est-ce que entre jeunes, vous avez cette surveillance et puis est-ce que vous faites des remarques sur c'est bon, lâche le téléphone 2 minutes, ou bien ça n'arrive jamais? Je dirais vraiment ça dépend en fait avec qui. Encore une fois, j'ai de la chance, c'est que j'ai quand même un très petit cercle d'amis, mais beaucoup heureusement sont très comme moi, très créatifs, donc sont pas toujours collés à leur téléphone. Mais ça m'arrive par exemple, exemple tout bête, il y a moins de 2 mois, j'étais chez un ami chez lui qui m'a invité à passer le samedi avec lui. Pour que la moitié de la journée, il était sur son ordinateur à faire des branchements, de je ne sais plus quoi. J'étais là, mais pourquoi tu en fait, ça va quoi que je sois là? On va passer au 2e chapitre sur les réseaux sociaux.
La prévention des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est tout, c'est vraiment un vaste univers. Comment est-ce qu'on fait de la prévention sur cette thématique, Sophie Cotagno? Bonne question. Alors je dirais que déjà, on écoute les jeunes pour être un peu au courant et conscient de qu'est-ce qu'ils y trouvent dessus. Parce que c'est vrai que s'il y a eu autant d'utilisation des réseaux sociaux, c'est aussi parce que ça répond à un besoin qu'ils ont les jeunes, enfin qu'on a tous au final. Je pense aussi que justement, ne pas les stigmatiser, ne pas diaboliser, dans le but justement d'ouvrir des espaces de parole où les jeunes ils se sentent confiants. On fait aussi, dans la prévention, la promotion d'un bon usage, on fait aussi comprendre aux adultes en dehors d'être le modèle, ils doivent aussi s'intéresser à ce que font les jeunes. Souvent, on entend des parents qui nous disent « Ah, mais on est dépassé, on n'y connaît rien ». Du coup, entre guillemets, on n'a pas de mission éducative, parce que c'est eux qui sont plus experts. Donc déjà, ça, c'est une fausse croyance, parce qu'il ne faut pas arrêter de croire que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont nés natifs du numérique. C'est pas le cas. Ce sont des utilisateurs qui apprennent vite, qui comprennent vite, qui sont habitués, mais au final, ce n'est pas des utilisateurs qui sont conscients de ce qu'ils vivent, de la manière dont les utiliser, etc. Donc ils ont besoin quand même des adultes, que ce soit l'entourage, les parents, etc., ou les professionnels avec qui ils travaillent. Donc il y a aussi ce rôle d'accompagner, de s'intéresser. Nous, on dit toujours aux parents, mais vous avez besoin juste d'être parents, donc de vous intéresser, de faire comprendre que s'il y a un problème, vous êtes là pour en parler, d'observer les jeunes, comment ils se sentent, comment ils ont l'air de se sentir pendant qu'ils sont sur les écrans, après avoir été sur les écrans. Parce que le ressenti, si on voit qu'après on est plus fermé qu'avant, c'est déjà un bon signe que là, il faut s'inquiéter, qu'il y a quelque chose qui se trame, quoi. Mais ouais, je dirais vraiment écouter, offrir des espaces de parole, s'intéresser, c'est un bon moyen déjà de faire de la prévention. Parce que de nos jours, les jeunes, on voit la différence aussi depuis peut-être il y a quelques années, quand on allait faire les premières préventions qui parlaient de cette thématique. On voit que maintenant, les jeunes, ils sont au courant. Si on va leur dire que sur les réseaux sociaux, il y a des fake news, ils nous disent oui, effectivement. Donc après, c'est pas parce qu'on est conscient du fait qu'il y a tous ces risques, entre guillemets, et ces opportunités, que ça va pas avoir quand même un effet inconscient, entre guillemets, sur nous-mêmes. Mais il y a quand même cette prise de conscience qui existe. Ils sont informés maintenant, donc c'est plus voir comment on peut les accompagner dans leur usage, plutôt que de leur dire attention, il y a ci, attention, il y a ça. Boris Digné, on le découvrait dans la toute première, je vous ai coupé dans le... Bon, On le voyait dans la toute première vidéo, il y a des troubles, par exemple des troubles alimentaires qui apparaissent plus tôt qu'avant et dont on peut lier ça aux réseaux sociaux. C'est quelque chose que vous constatez au quotidien en Valais? Voilà. Alors, est-ce que je peux ne pas répondre aux troubles du comportement alimentaire? Non, je ne sais pas. C'est très spécifique quand même comme question. Oui, peut-être. Nous, ce qu'on remarque en tout cas de manière très très évidente, alors moi j'ai de la chance quelque part, c'est que je commence à devenir un petit peu un vieux pédopsie. Je suis là depuis 2000 et quelques, début 2000. Jusqu'à maintenant. Donc, et puis j'ai continué de travailler tout le temps dans l'institution hospitalière avec pas mal, avec des ados que je vois évoluer et puis où voilà. Donc ce que je peux dire, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes qui sont en difficulté, qui ont, et pour moi ce qui est le plus évident dans ce qu'ils vivent comme difficulté, c'est la difficulté à trouver des outils pour socialiser, c'est-à-dire ils sont dans le quotidien mis à mal dans la socialisation, dans la complexité des interactions sociales. Et puis ça, alors évidemment, après ça se décline de différentes façons. Ça peut se décliner beaucoup par des angoisses, beaucoup par des symptômes dépressifs, beaucoup par des gestes auto-agressifs multiples, et puis peut-être que le trouble du comportement alimentaire en fait partie. Et puis oui, de plus en plus jeunes. Ouais, ça c'est sûr. Paolo, ça fait quelques années aussi que vous êtes à Cité Printemps, cette fois j'ai dit juste. Est-ce que vous remarquez ça aussi, une plus grande difficulté à la confrontation à l'autre? Oui,
Oui, on a clairement la population du foyer a changé. Il y a 20 ans, on parlait entre guillemets de sale gamin, de tout-puissant qui arrivait au foyer parce que la famille n'arrivait plus. Maintenant, on a des enfants qui sont un peu polytraumatisés, qui ont d'énormes angoisses, que ce soit des phobies scolaires, que ce soit au niveau des troubles alimentaires. On en a en foyer pas trop, mais d'automutilation, ça vient de plus en plus jeunes aussi. Donc c'est quelque chose qu'on a remarqué. Après, faire le lien avec les réseaux sociaux, c'est assez compliqué. On voit quand même que nous, en institution, c'est quand même toute une famille qui est en difficulté. C'est pas que le jeune. Donc, c'est compliqué de dire que les réseaux sociaux favorisent cette problématique-là. Il y a certainement un lien, mais il n'y a pas que le réseau social. Donc je pense qu'on a des familles qui sont aussi en grande difficulté. La société est devenue exigeante, et puis il y a certaines familles, c'est difficile. Du coup, les enfants vivent dans des milieux un petit peu anxiogènes aussi. D'où je pense que le dépistage précoce de ces familles-là est important. Vous voulez réagir, Boris ? Oui, mais je voulais réagir, mais ça ne servait à rien, parce que je pense qu'il a dit pas mal de choses. En gros, moi, ce qui me marque quand même, c'est que, en tout cas, il y a un faisceau d'indices assez important quand même sur le fait que ça ne simplifie pas la vie, ces réseaux sociaux, dans le sens que les jeunes, il y a des jeunes qui sont en difficulté, ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'on a l'impression on a quand même l'impression que les réseaux sociaux, ils ont un impact important. Et puis après, on peut faire des hypothèses. Pourquoi ? Et je trouve que de parler des difficultés familiales, c'est assez juste, parce que en gros, un jeune, pour qu'il soit en difficulté, ce qui est important pour un jeune, c'est le contact, c'est l'interaction, c'est le regard que les gens de son entourage, les gens qu'il aime, les gens dont il est le plus proche, donc quand même la plupart du temps, au départ, en tout cas, c'est les parents, et puis ensuite c'est le réseau d'amis. C'est ça qui est le plus important pour eux. Donc quand ces jeunes, ils sont en difficulté avec ça parce que pour différentes raisons, et puis qu'ils s'enfuient sur les réseaux sociaux, et que là les parents n'arrivent pas à venir récupérer, là on va vers des situations qui se péjorent énormément, et puis là on a vraiment remarqué qu'il y a une augmentation importante de ces situations. Ouais. Vous avez sous les yeux les chiffres du sondage, donc avec les résultats sur les impacts négatifs des réseaux sociaux sur l'entourage, sur les études, sur la famille. On a été confronté ces chiffres à nos collégiens sédunois. Je consulte les réseaux sociaux que les jeunes utilisent en général, donc Instagram, Snapchat pour communiquer, TikTok, YouTube pour les vidéos, le divertissement. Des vidéos assez instructives sur YouTube, ou des fois bêtement traîner sur Insta, scroller, regarder des réels, voilà. Quelque chose de très bête et vraiment insignifiant, mais voilà, c'est une addiction, et puis c'est des algorithmes qui sont faits pour qu'on reste dessus. Je sais que je suis vachement touché par ça aussi, oui. Mon humour, il s'améliore à cause des réseaux sociaux, à cause des refs. Ça influence peut-être un peu dans ma vie, mais pas trop au point de me changer énormément. Je pense que je serais naïf si je répondais non et que ça n'influence pas du tout ma façon de me voir, ma façon de voir les autres. Simplement, c'est pas suffisamment fort pour que je m'en rende compte au quotidien. Les réseaux sociaux induisent plus de stress. Je pense que parfois, en fonction de certaines bulles dans lesquelles on est, ça peut peut-être créer même de la discussion. Donc je pense que si on l'utilise dans l'ouverture, ça peut être intéressant à condition de ne pas tomber dans des sphères uniques avec des avis tranchés. Les réseaux sociaux moins, parce que c'est des trucs globaux et on sait que c'est des trucs pas forcément importants qui arrivent. Alors que des messages, ça peut être ma maman qui peut être un truc hyper important, du coup je vais forcément aller voir ce que c'est. Alors que les réseaux sociaux, je sais que si c'est vraiment important, on peut me contacter ailleurs. Les réseaux sociaux impactent beaucoup d'aspects de ma vie. La confrontation avec une idéalisation de la vie mise en parallèle à la mienne va paraître beaucoup plus triste ou bien classique. On va revenir sur cette dernière phrase, mais d'abord, Juliane, quand on entend que les réseaux sociaux, alors, qui sont utilisés comme échappatoire, ça peut aussi créer du stress. Donc finalement,
pourquoi continuer à y aller? Je dirais parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux, c'est une véritable boucle. Les réseaux sociaux, effectivement, ça développe du stress et d'ailleurs, beaucoup de jeunes en sont conscients qu'ils n'arrivent pas à arrêter. C'est qu'ils sont très forts, les réseaux sociaux. Qu'en fait, on se dit encore une dernière vidéo. Ouais, mais une petite dernière. Puis on se dit on va arrêter, mais ça devient mécanique. Notre cerveau, il n'arrive plus à se dire stop. Puis je ne saurais pas comment expliquer, mais c'est un véritable cercle vicieux en fait. Ce qui m'a frappé, c'est la lucidité de tous ces jeunes qui disent « oui, on sait ». Qu'est-ce qu'on fait alors, Sophie Cottagnou, vous trouvez aussi que les jeunes sont lucides et sont conscients du problème? Totalement. L'étude HBSC en 2022, donc c'est des comportements auto-reportés par les jeunes. Il y avait 45% de jeunes qui disaient qu'ils utilisaient les réseaux sociaux pour fuir des sentiments négatifs, par exemple. Donc je trouve que c'est presque un jeune sur deux qui le dit. Donc il y a une lucidité effectivement tout à fait présente. Donc, On va revenir sur cette dernière phrase. Boris Guigné, le jeune disait « c'est la comparaison avec une idéalisation de ma vie et finalement, après être sur les réseaux sociaux, ma vie paraît banale, classique, et puis que ça le confrontait à cette idéalisation de la vie. » Vous avez 4 heures. Pourtant, je ne parle pas beaucoup. Mais, non, mais c'est le truc peut-être sur lequel j'aurais le moins de choses à dire. C'est vrai? Parce que nous aussi, ça nous fait ça, en fait, j'ai le sentiment. Le fait de faire ça, le fait que des jeunes ressentent ça, oui, on peut. Mais ça, on arrive bien à le comprendre, on le conçoit assez vite. Il n'y a pas de choses qui sont très très cachées. D'ailleurs, ils le perçoivent eux-mêmes. Moi, ce que je trouve beaucoup plus pervers dans les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils décrivent aussi d'ailleurs. Il y en a qui parlent même d'algorithmes, ils savent. C'est ça qui est hyper pervers en fait, parce que ces algorithmes, c'est quoi? C'est te donner envie de regarder une autre vidéo. Comment ils font? Alors, ils te séduisent, ils te balancent que ce que tu aimes, ils analysent à fond ce que tu aimes, ils te balancent que ce que tu aimes. Puis après, il y a des jeux psychologiques hyper pervers là-dedans. C'est qu'on te rajoute tout le temps, tu vas pas regarder 25 fois la même chose. Tu as vu 8 fois le chat qui tombe, c'est bon, il faut quand même qu'il se pète une guibole pour que tu regardes la suivante. Tu vois. Donc, il y a le truc, il va se péter la guibole, après il faut aller plus loin, ça va plus loin, et ça va plus loin. Et tu t'enfermes dans des trucs qui sont qui sont une relation perverse à l'autre. Mais l'autre, c'est une machine, mais tu as quand même une relation perverse à l'autre qui se met en place. Et puis, d'où tu n'arrives plus à sortir, finalement. Et en plus, qui te culpabilise. Donc, voilà. Alors après, quand en plus, c'est qu'effectivement, qu'on te montre des mecs hyper balèzes, qui sont shapés, qui ont une bonne bouille, qui sont pleins de fric. Et je sais pas si maintenant, il faut avoir plein de fric. Hein, c'est le truc. Sinon, on pourrait être malheureux. Ça se saurait quand même si... bref. Si les riches n'étaient pas malheureux, ça se saurait. Mais voilà, oui, alors ça, effectivement, c'est encore plus compliqué. Puis surtout, c'est un modèle. Puis ça, je vais vous renquiquiner avec ça, mais c'est de nouveau un modèle qui échappe à l'éducation parentale parce que ça se fait dans sa chambre. C'est-à-dire que, le jeune, il fait ça c'est pas comme la télévision dans le temps. C'est pas que tout le monde regarde téléfoot et puis qu'on va discuter de téléfoot après tous ensemble à la récré. Téléfoot, ça vous parle peut-être pas. Mais, si. Okay. Mais voilà, c'était ça à l'époque. Donc après, les parents, ils savaient que tout le monde parlait de téléfoot, il y avait un échange et le focus était dirigé vers une chose. Maintenant, il y a plein de bulles qui, de plus sont de plus en plus virulentes, liées à ces algorithmes, puis qui échappent complètement, si on n'est pas dessus, et même si on est dessus, parce qu'on va être attiré par d'autres algorithmes, aux parents. Donc, quel échange, quelle discussion, comment est-ce qu'on arrive à soutenir ces gamins? C'est très compliqué, ça nous échappe. Donc, on espère que on a pu instiller des valeurs suffisamment bien, qu'on a pu être un modèle suffisamment
bon, ou pas trop mauvais en tout cas, pour qu'ils puissent se réaccrocher à quelque chose et puis qu'il puisse y avoir l'espace de quelques repas partagés peut-être encore, où on peut thématiser autour de ces choses-là. Et puis c'est ça qui peut être salvateur pour ces jeunes, moi je pense. On le voyait dans la toute première vidéo, Paolo, il y a des pédopsies maintenant qui vont sur les réseaux sociaux en se disant c'est là qu'on doit être pour faire de la prévention. Est-ce que vous avez recours, vous, à certains comptes ou certains réseaux en vous disant comme ça, c'est à travers ce biais-là qu'on arrivera à faire passer un message? Alors non, pas spécialement. Par contre, dans la discussion avec le jeune, ils savent assez qu'il y a certains sites internet qu'ils peuvent aller consulter, Ciao, ou à l'époque le 147, des lignes d'aide ou de soutien. Ça, ils connaissent assez avec toute la prévention qui sont faites dans les écoles. Ils sont au courant des outils qui pourraient les aider. Nous, on n'a pas trop d'outils à ce niveau-là. On est plutôt dans le partage, la discussion. On peut s'intéresser à ce qu'ils regardent. Et puis, on essaie de faire des soirées thématiques, des semaines thématiques autour justement de ces réseaux sociaux. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que je partage l'avis de Boris. Ces huis clos sont difficiles à gérer. Et puis, surtout, ça pousse à l'isolement. Et puis, on voit ces jeunes qui sont déjà fragiles, c'est quelque chose d'anxiogène beaucoup plus par rapport à ces collégiens qui sont bien gérer tout ça. On accompagne, nous, des jeunes qui ne sont pas capables de le faire. Sophie ? Oui, je voulais ajouter aussi qu'il y avait quand même un changement, grâce ou à cause, il y a des plus et des moins bien sûr, mais par rapport aux réseaux sociaux, dans la manière dont aussi, ils participent au changement dans la manière dont on parle de la santé psy. Alors certes en bien et en mal aussi, mais il y a vraiment des témoignages, une déstigmatisation, ils enlèvent le tabou, un sentiment d'appartenance aussi quand on a des influenceurs ou des influenceuses qui vont parler de leurs problèmes psychiques, etc. Donc ça, je pense qu'on peut, peut-être Boris pourra plus nous dire si c'est positif ou pas, mais moi je pense que c'est quelque chose de positif, mais évidemment, attention, il y a les aspects négatifs qui vont avec. Il risque d'avoir justement des autodiagnostics, les algorithmes qui vont enfermer les jeunes qui s'intéressent à ces sujets dans ce genre de vidéos. Il y a des points négatifs comme ça. Aussi, souvent, si c'est des célébrités qui parlent de leur santé psy, peut-être que les personnes lambda qui regardent ces vidéos, elles n'ont pas les mêmes ressources autour pour faire face à ça. Donc il y a aussi des points négatifs, mais je pense que ça fait partie des points positifs des réseaux sociaux d'enlever un peu ce tabou sur la santé mentale et de permettre aux jeunes de s'identifier à d'autres personnes qui peuvent se sentir de la même manière ou qui peuvent ne pas être au top dans leur santé. Je vous voyais dans les starting blocks pour réagir. Ouais, non, mais j'ai trouvé qu'elle prend trop de précautions. Moi, je trouve que c'est très très bien qu'on puisse. J'ai vu pas mal de tennisman ou tenniswoman parler de leurs problématiques psychiques. Moi, je pense que c'est hyper important de déstigmatiser in fine, parce qu'une maladie psychique. C'est une maladie avant tout quand on parle diagnostic, c'est-à-dire qu'on peut avoir une maladie, on peut avoir des organes qui défaillent. Là, c'est en plus, je pense, quand même un assez joli organe que le cerveau. Donc je vois pas pourquoi ce serait comme ça, problématique. Oui, c'est problématique, mais pourquoi on devrait stigmatiser? Donc moi, je trouve génial l'idée qu'on puisse déstigmatiser, qu'on puisse en parler, qu'on en parle correctement, pas correctement, que les diagnostics posés ou autodiagnostics soient bons, soient mauvais. In fine, moi, je trouve c'est pas bien grave. Moi, ce qui est important plutôt, c'est de mettre des mots sur son vécu, et puis des mots, et puis ensuite de pouvoir se raconter quand même une compréhension de sa problématique, pouvoir se mettre d'accord, si possible, avec son entourage sur ce qui est en train de nous arriver, la compréhension de ce qui est en train de nous arriver, pour pouvoir se sentir soutenu, aidé, et puis pour aller de l'avant. C'est ça qui est important. C'est pas tellement de savoir si l'étiquette qu'on va mettre, c'est la bonne étiquette, si ce n'est pour valider une prise en charge
une prise en charge qui est soutenue par l'assurance maladie, notamment le groupe mutuel, pour ne pas le citer. Non connu de la rédaction. On va ouvrir le dernier chapitre sur la santé mentale de manière générale. Donc là aussi, on a des super données, notamment sur les sentiments ressentis dans les 6 premiers mois de l'année. Est-ce que les jeunes ont ressenti de l'anxiété, des insomnies, des idées suicidaires aussi? On a été du coup demandé aux collégiens comment ils se sentaient en 2025. Est-ce que tu as souffert d'anxiété ou de stress sur les 6 premiers mois de 2025? Oui, pour des raisons qui ne sont pas forcément liées au téléphone, quelque chose de plus perso, mais évidemment les études, parce que je suis en dernière année, donc année de matu, année qui est assez importante pour moi. Je ne suis pas encore trop touché par le stress, de loin, pas à ce niveau-là, mais ça reste la dernière année, elle reste importante, oui, et puis les relations amoureuses aussi, ouais. Alors, oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Le collège, c'est la chose basique. C'est vrai que ça fait vraiment partie du quotidien où on a des grosses périodes où on est mis sous pression parce qu'il y a plein d'échéances qui sont très très importantes. On a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Un peu, peut-être à cause de l'école, mais pas tant que ça. Pas spécialement, non. Pas cette année. Oui, pas mal de stress à cause du collège. Alors non, j'ai pas eu de situation de stress ou d'anxiété en 2025. Et donc, non, tout va bien pour moi. Juliane, il y a beaucoup de réponses qui vont dans le sens de l'anxiété liée à l'école. Ça vous parle ? Oui, bien sûr, de plus en plus de jeunes souffrent d'anxiété. Déjà, effectivement, il est déjà aux réseaux sociaux. Souvent, il y a énormément de crises aujourd'hui de cyberharcèlement. Mais en plus du harcèlement déjà présent à l'école, ayant souffert d'harcèlement moi-même, je peux le confirmer avec mes propres témoignages, mais également avec ma vision que j'ai aujourd'hui. Malheureusement, de plus en plus de jeunes aujourd'hui vont à l'école avec la boule au ventre car ils se disent « Ah, mais je porte pas forcément des habits de marque, les gens vont trouver que je suis pauvre, il y en a qui se sentent pas bien dans leur corps, je suis trop gros, trop maigre, trop grand, trop petit. » Enfin, il y a aujourd'hui malheureusement beaucoup trop de questions que les jeunes se posent alors qu'il ne devrait même pas y avoir, qui leur donnent ces sensations d'anxiété en allant à l'école en fait. Vous-même, vous l'avez dit, vous avez été victime de harcèlement et puis vous avez décidé qu'il fallait en parler. Donc de vous-même, vous avez fondé cette association pour aller sensibiliser vos camarades à la thématique. C'est quel accueil qui vous est réveillé qui vous est réservé par vos camarades ? En fait, c'est vraiment très mitigé. Autant il y en a qui m'ont beaucoup encouragé par rapport à ça, qui m'ont beaucoup félicité, qui ont dit c'est vraiment bien. Puis autant il y a ceux, justement, les clichés un peu plus, ceux qui étaient déjà un peu piquants par le passé, en ont utilisé pour trouver d'autres arguments et tout pour encore me rabaisser, qu'au final, aujourd'hui, j'y prête plus vraiment trop attention. Mais dans la globalité, un accueil qui est assez positif. On essaye de créer ces espaces de discussion. Moi, c'est peut-être un des chiffres qui m'a le plus étonné dans le sondage. On a près de 50% des Valaisans aujourd'hui, des jeunes Valaisannes et des jeunes Valaisans sondés, qui disent avoir de la peine à se confier à leurs proches. Paolo, au quotidien, comment est-ce qu'on rentre en dialogue avec quelqu'un sur des thématiques qui ne sont pas si évidentes ? Alors il faut, pour un éducateur, c'est déjà d'avoir ce lien de confiance, parce que voilà, c'est difficile d'exiger d'un jeune qui nous parle, donc c'est lui qui va décider le moment. Donc, et puis c'est aussi dédramatiser et puis de partager des moments. La parole s'ouvre facilement quand on est dans un cadre un petit peu différent. C'est-à-dire que pour nous éducateurs, il faut éviter le bureau. Il faut aller au baby-foot, il faut aller au billard, il faut aller dire allez viens on va juste boire un café, puis un coca, puis on manger une glace, et puis des fois il se passe rien, on mange la glace et puis c'est tout, puis des fois on mange la glace et puis c'est là tout d'un coup qu'il y a des petites choses qui sortent. Donc c'est vraiment donner un espace sécurisant, mais qui n'est pas forcément un espace. Nous, voilà, c'est le bureau. Chez les familles, c'est peut-être de sortir, de faire une activité et d'ouvrir des espaces extérieurs. Ça favorise la parole.
à mon avis. Ouais. Brésigny, vous confirmez? Même question pour vous? Moi, j'ai déjà oublié la question, mais je l'écoutais. Comment est-ce qu'on rentre en dialogue avec un jaune? Non, mais, il le dit bien. Alors, je vais vous dire ce que me disait mon vieux prof d'antan, enfin mon ancien chef. Lui, ce qu'il disait, si tu veux rentrer en dialogue avec un ado, il faut pas le prendre face à face et puis discuter avec lui comme ça, parce que ça va être compliqué. Les yeux dans les yeux, il y a quelque chose qui est stressant. Enfin, ça, on le connaît très bien en psychiatrie. Hein, il y a plusieurs settings différents. Voilà. Non, lui, ce qu'il disait à l'époque, et que je décline autrement, mais c'était, il faut le mettre dans la voiture, que c'est quand tu l'amènes au sport. Il faut qu'il puisse être derrière avec les écouteurs sur les oreilles s'il veut, en faisant semblant de ne pas t'écouter. Il ne faut pas trop le checker dans le rétro, et puis il faut thématiser autour de quelque chose qui te tient à cœur ou des messages plus ou moins indirects que tu as envie de transmettre. Et puis pourquoi? Parce que d'une part, c'est moins confrontant, ça ne va pas l'angoisser. Il ne va pas se dire, mais on ne va pas être dans la critique, on ne va pas lui dire, mais qu'est-ce que tu as foutu de nouveau? Explique-moi pourquoi, je veux savoir. Non, on va thématiser, on va peut-être parler de notre propre expérience, donc on va se mouiller un tout petit peu, on va aborder notre vécu émotionnel et tout. Et puis, ça va lui démontrer en plus qu'on a un intérêt pour lui, puisqu'on essaie de lui transmettre des choses. Donc, je pense que c'est de cette manière-là qu'on arrive à donner confiance aux jeunes, à lui permettre de se sentir important à nos yeux, de ne pas se sentir stressé dans des réponses qui sont des réponses oui, non, fermées avec quelque chose de l'ordre de la réactivation du sentiment de culpabilité, parce qu'il faut bien se rappeler que l'ado, il est hypersensible, enfin le jeune, l'enfant, l'ado, il est hypersensible et attentif même au regard qu'on va porter sur lui, puisque pour lui, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qu'on va penser, ce qu'on pourrait imaginer de son fonctionnement, le jugement qu'on pourrait porter. Donc voilà, oui, il a tout à fait raison. Il faut aller jouer au baby-foot, tout ce que tu as dit, tout à fait. Le sondage révèle aussi qu'il y a 36% des Valaisannes et des Valaisans, des jeunes sondés, qui ont été voir un expert de la santé mentale depuis le début de l'année. C'est un petit peu moins qu'au niveau suisse, où là, c'est presque une personne sur deux. Ça, c'est en augmentation. Ça s'explique par cette libération de la parole. Ça s'explique parce que c'est pris en charge par les assurances maladie. Pourquoi? Attention à ce que je vais répondre. Alors, il faudrait le sortir à un moment. Non, je vais répondre très honnêtement. Moi, je pense que tout ça s'explique par tout ce que tu as dit. Moi, je pense que tu as raison. Ça s'explique par tout ça. Mais moi, je vais dire un truc que je ne devrais pas dire. Alors, non, d'abord, je vais dire autre chose. Je vais d'abord dire ça. On est entre nous, allez. C'est très clair qu'il y a eu tout ce que vous avez dit, les éléments traumatiques, les angoisses, les anxiétés qui sont liées à tous les éléments extérieurs. Moi, je pense que c'est beaucoup plus des éléments intérieurs. Je crois vraiment que le téléphone portable, c'est une plaie. Les réseaux sociaux, c'est disons, un couteau dans la plaie. Et puis, je peux que valider le fait que le nombre de demandes de consultation urgentes, inquiétantes, qui ne sont pas du tout factices, est en augmentation massive. On n'arrive plus à répondre véritablement. On est même, ça alors je dis, on est même par moments dans la difficulté pour pouvoir trouver des situations pour mettre à l'abri ou pour sécuriser des jeunes qui viennent nous solliciter. Donc, et ça, mes collègues, qu'on soit en privé ou qu'on travaille dans l'institution, on vit la même chose. Par contre, une personne sur deux qui va avoir un psy, moi, ça me pose une question. La question, c'est, in fine,
Pourquoi une personne sur deux? Enfin, ça me pose la question de l'entourage, ça me pose la question de est-ce que certaines choses auraient pu ou pourraient se prévenir dans d'autres settings que des settings uniquement professionnels. Puis ça me pose une question sur la dérive, enfin sur la trajectoire, dérive c'est un peu négatif, que prend la société actuelle, qui est d'essayer de trouver auprès de professionnels les réponses à toutes nos questions finalement, hein, mais pas seulement qu'en santé, hein, je pense de manière globale. On essaye de professionnaliser et on pense que la réponse va venir du professionnel pour à peu près toutes les difficultés qu'on traverse. Enfin, ça me questionne. Je ne dis pas que je détiens la vérité du tout à ce niveau-là. Sophie Cotanu, il y a des projets avec des professionnels. Est-ce qu'il y a aussi des projets en Valais pour accompagner les jeunes, mais auprès d'initiatives comme Juliane, par exemple, qui va dans les classes? Est-ce que vous allez chercher justement pas les réponses que vers les professionnels, mais vers les parents, les jeunes? On essaye au maximum, quand on crée des nouveaux projets ou quand on réfléchit à des actions, d'impliquer les jeunes. Alors, c'est pas toujours simple, hein. On en discutait hier au rendez-vous de la jeunesse, on se disait, mais en fait, il y a beaucoup de contraintes d'essayer d'impliquer les jeunes et ça, mais pourtant, c'est important, donc on essaye vraiment de le faire le plus possible. On travaille avec beaucoup d'acteurs autres, dans la stratégie cantonale, on ne fait clairement pas tout seul, on travaille avec beaucoup de multiplicateurs, de partenaires, etc. Et c'est pour ça aussi que c'est ça la plus-value, je pense, de cette stratégie cantonale. Mais directement avec des projets de jeunes, disons, des projets indépendants comme ça, on n'a pas de collaboration en cours, c'est plutôt avec des associations, mais ça reste du professionnel, donc non. On vous aura présenté aujourd'hui, c'est parfait. L'occasion de cette conférence était aussi de vous donner la parole à vous, donc profitez, il y a un micro qui va être dans la salle, et puis profitez de la présence des 4 personnes qui sont là pour poser toutes vos questions. Il n'y en a pas? Ah si, tout au fond de la salle, est-ce que je peux demander à quelqu'un de... le micro vous est amené. Parfait. Moi, j'ai juste une question pour Boris Guigné. Ça m'a fait un petit peu peur, cette dernière phrase que vous avez dite. Vous avez dit c'est inquiétant, il y a une hausse massive des jeunes. On est même par moments dans la difficulté pour sécuriser ces jeunes. Ça veut dire quoi? On ne peut pas faire de la prévention, il n'y a pas assez de moyens. Mathias Reynard n'arrête pas de dire qu'il augmente les moyens. Il se passe quoi en fait? On risque de voir du nombre de suicides en hausse? Oui. Qu'est-ce qui se passe? On a essayé d'amener quelques éléments de réponse aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe très concrètement, c'est qu'il y a un nombre de demandes qui est difficile, auquel il est difficile de répondre de manière adéquate. De manière adéquate, c'est peut-être exagéré parce qu'on a quand même beaucoup plus travaillé. Mathias Reynard, c'est vrai, dans ce qu'il dit, en tout cas, qu'il augmente les ressources. Je ne vais pas lui faire de la pub, mais disons, c'est depuis qu'il est là qu'on a déjà, qu'on a l'impression d'être entendu, compris, et puis qu'il y a des choses qui bougent au niveau du nombre de ressources disponibles. Nous, on a pu ouvrir des très jolis espaces, comme notamment Capado, soutenu par l'intervention du Conseil d'État. Donc, oui, ce qu'il dit, en tout cas, depuis qu'il est là, on a plus de ressources et puis on peut commencer un tout petit peu à développer. Après, si on fait la comparaison entre la demande et les ressources, c'est là que le bas blesse, en fait. Voilà.
Après, l'inquiétude, je ne voulais pas inquiéter, moi, je ne voulais pas stresser les gens par rapport à ça. On a mis sur pied tout un système au niveau de l'hôpital du Valais de prise en charge des urgences et de la crise qui fonctionne très très bien sur le site de Sion, en collaboration avec les pédiatres, puisqu'on intervient nous toujours en deuxième intention. Les médecins de premier recours, c'est toujours les pédiatres. Nous, après, on intervient en deuxième intention, mais très très rapidement sur l'hôpital. Puis, on a mis sur pied tout un système de prise en charge intensive et rapide qui permet de prendre de manière, jusqu'à plusieurs fois par semaine en consultation des jeunes en difficulté sur une période évidemment qui n'est pas, de 5 à 7 semaines, voilà. Donc ça fonctionne, on n'abandonne pas les gens, mais on a vécu par le passé des moments compliqués où on ne pouvait pas hospitaliser par manque de lits disponibles et par manque de ressources. Ouais. Une autre question de la salle, oui. Merci Lucas. Bonjour et merci. J'avais une petite question pour Julien. Lorsque vous disiez que les réseaux sociaux, c'était un moyen d'explorer la créativité, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous ressentez tout le temps? Parce que je vais vous dire une chose, c'est que moi, je trouve que ça tue réellement la créativité. Et j'avais envie de voir un peu si c'était quelque chose que vous avez vécu un certain temps ou... Voilà. Alors merci pour cette question. En fait, tout cela dépend de l'utilisation qu'on a en fait sur les réseaux sociaux. On va avoir de plus en plus d'influenceurs. Il y a vraiment deux catégories. Je suis beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui peuvent nous montrer des tutos, des tutoriels pour faire des nouvelles décorations pour un budget pas très cher. On va également avoir la possibilité d'avoir, par exemple, je ne sais pas, ça un exemple, mais quelqu'un qui est passionné de photographie, comment pouvoir faire une bonne photo avec telle et telle option. Mais malheureusement, effectivement, quand on parle de créativité, c'est à double tranchant. Il y a aussi malheureusement de plus en plus de personnes qui l'utilisent à un but beaucoup plus négatif ou qui se croient créatives, qui sortent excuses de la créativité et qu'au final font des choses qui ne sont bien sûr pas du tout tolérables sur les réseaux sociaux ou totalement qu'on pourrait classer comme débiles. Très bien, merci beaucoup. Donc là, en fait, vous parlez plutôt d'un moyen plutôt que la finalité, en fait. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Vous pouvez passer le micro juste devant vous, je crois qu'il y avait une question. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci. Je suis étudiante à l'université et en fait, ce qui arrive souvent, je sais pour revenir sur les ressources, ça m'est arrivé de demander de l'aide à des psychiatres ou ce qui est offert par l'université et il est arrivé qu'on me demande en fait si j'avais des idées suicidaires et si la réponse était non, en fait, on nous dit écoutez, désolé, on n'a pas de place, on n'a pas assez de ressources. Donc ça, sur le terrain en tout cas, c'est un problème. Et j'ai un peu l'impression que tant qu'on n'est pas vraiment au bout du bout, tant que c'est pas extrêmement problématique, on n'est pas forcément pris en charge. Est-ce que vous pensez que offrir des cours sur la gestion du stress ou sur comment gérer nous-mêmes en fait pourrait être une solution dans les écoles directement, intégrer ça finalement au programme scolaire, quoi. Est-ce que ça pourrait être une solution? Allez-y. Ça marche? Ouais, parfait. Okay. Je crois que j'ai épuisé un micro déjà, j'espère pas toute la salle. Nous, pas encore, donc allez-y. Ouais, alors vous êtes très tolérants, c'est bien. Il y a deux aspects dans la question. Je vais essayer de répondre aux deux, mais si je ne réponds pas aux deux, il faut me relancer.
Le premier aspect, il me touche énormément parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit beaucoup décliner d'autres manières que ce que vous, je tutoie un peu trop, alors j'essaie de mettre des vous des fois, mais ça passe pas bien. Alors, ce que tu décris, parce que, c'est-à-dire, beaucoup de jeunes sont en difficulté, effectivement, pour pouvoir accéder aux soins, qui sont parfois une façon de pouvoir s'extraire de leur angoisse, ou voire de leur domicile qui devient de plus en plus inquiétant, angoissant, non pas parce que forcément ils sont maltraités, mais parce qu'ils sont dans un contexte où ils se sentent hors jeu, n'arrivant plus à répondre aux demandes de la société, que ce soit d'aller à l'école ou autre, hein, et sous le regard de leurs parents. Et pour pouvoir accéder aux soins, il y a très souvent soit des tentatives de suicide qui peuvent des fois être qui peuvent être dramatiques, qui sont toujours dramatiques d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez terrible et difficile à juguler. Et effectivement, on essaye de pouvoir trouver d'autres façons d'accéder aux soins. Ça, c'était le premier aspect que je trouve très bien dit et perçu. Je ne me rendais pas compte qu'on pouvait le... j'imaginais pas qu'on puisse le verbaliser et le ressentir à ce point-là, même dans les écoles. Après, au niveau de est-ce qu'il faudrait faire des choses en termes de prévention, moi j'aurais plutôt envie de me tourner là-bas parce que moi je suis assez mauvais pour ça. C'est-à-dire que moi j'ai le sentiment... Non mais c'est vrai, la prévention, moi le seul truc que la chose que j'ai pas encore dite puis que je vais profiter pour dire en prévention, puis après par rapport à ce qu'on peut faire dans les écoles, je vais la laisser s'exprimer, peut-être c'est mieux. Moi, une des préventions, une des choses que je trouve importante, mais qui vous concerne, qui te concerne pas directement maintenant, mais c'est toute cette prévention on se rend bien compte que la grande partie de la souffrance, elle est liée à comment on gère ou pas les interactions sociales. Après, il y a d'autres aspects qui sont liés au stress, à d'autres aspects. Et ça, la gestion des interactions sociales, elle commence à un jour de vie. C'est-à-dire quand on commence à être en lien avec son bébé, son enfant, tous les moments de partage et d'échange doivent être utilisés et doivent être dans l'attention conjointe. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus se perdre. Et là, alors les smartphones sont une vraie plaie pour ça. Donc pour moi, c'est le message de prévention le plus important, je le sens là, mais peut-être que je me trompe. Après, dans les écoles ou comment faire, peut-être je dis juste encore un truc, avec Capado, ce qu'on essaye de faire, c'est hors scolarité, mais on essaye de permettre à des jeunes d'expérimenter du lien social en bien encadré, où ils puissent aussi aborder leurs émotions et leur vécu. Et dans ce partage, on espère qu'il y a des choses qui leur permettent aussi d'aller mieux. Ça, c'est vrai que ce genre de settings sont intéressants, les settings de groupe. Alors déjà, je rebondis juste sur ce que tu disais dans les liens à créer dès la naissance. La semaine passée, l'hôpital du Valais a lancé une campagne justement pour se connecter à son bébé et non pas à son écran. Donc je trouvais déjà... ça peut paraître un peu alarmant qu'on doive le dire, hein, mais c'est venu vraiment l'initiative de la part des services de maternité, etc. Donc les personnes qui travaillent dans ces services disaient non mais il faut qu'on fasse quelque chose, le bébé il a 3 heures et puis on est plus sur son téléphone qu'avec son bébé, donc ça rejoint ce que tu disais. Et sinon je trouve intéressant
la demande et le besoin d'avoir des ateliers qui vont par exemple apprendre à gérer son stress, etc. C'est quelque chose qu'on propose à Promotion Santé Valais depuis plusieurs années. On voit qu'il y a eu cette demande de la part des jeunes et des établissements scolaires. Donc on a plusieurs outils, plusieurs actions dans les écoles où on fait des interventions en classe, où on développe avec les jeunes leurs compétences psychosociales, leurs compétences socio-émotionnelles, avec des ateliers pour la gestion du stress, avec des ateliers pour des discussions justement sur ces compétences-là. Et on voit que la demande augmente de la part c'est quelque chose qui est vraiment apprécié par les jeunes et par les écoles. Et ouais, je pense que là aussi, par exemple, au stand qu'il y a au fond de la salle, tenu par mes collègues, il y a plusieurs outils, plusieurs petits cahiers, etc., sur justement ces compétences psychosociales, sur la gestion du stress. Donc c'est intéressant de voir que de la part des jeunes, il y a cette demande qui ressort. Et je pense que c'est bien de rappeler aussi que des faibles coûts qui sont mis dans la prévention, ça aide à beaucoup économiser en termes plus tard de troubles plus éloignés et de coûts beaucoup plus grands de la santé. Donc là, je pense que oui, il y a beaucoup à faire en termes de prévention avec les écoles, et pas que avec les écoles, de manière générale, avec les centres de jeunesse, avec les éducateurs, etc. Alors, il y en a une là. Une dernière question, merci madame. Tout devant. Ah, pardon. Alors, 2 dernières questions. Alors, je suis une femme de 62 ans et je viens de prendre ma retraite. Les réseaux sociaux et tout ce qui est WhatsApp, le smartphone me pose beaucoup de questions parce que on se préoccupe des jeunes, ce qui est très bien, mais je pense que même à mon âge, ou bien quand je vois des parents ou des grands-parents, ça prend énormément de place. Et en fait, j'ai envie de mettre 3 mots, c'est l'anxiété, la performance et l'urgence. Sur l'utilisation, justement, excusez-moi, je crois que je ne parle pas assez fort. L'anxiété, la performance et l'urgence. Alors, je suis une personne, je pense à la base, assez anxieuse, et j'ai eu un garçon qui a 30 ans bientôt et qui était dans le cas de Juliane, justement. Et c'est vrai, quand on sent que son enfant est harcelé scolairement, on est anxieux aussi, et puis on a un sentiment, justement, d'avoir besoin d'être tout le temps en contact avec lui, dès qu'il est à ses pauses, dès qu'il fait un voyage et tout ça. Et j'ai développé une certaine addiction au portable, justement, par cette anxiété. Et je viens de terminer mon travail donc, il y a une année, et c'était aussi lié à la performance. Donc, on doit être performant, on va rechercher l'information, et on a le smartphone, on travaille, on a l'ordinateur. Et maintenant, je me retrouve dans une situation aussi où ça me questionne personnellement, c'est que j'ai l'impression que j'ai de la peine à me séparer de mon portable. Et dès que j'ai une question, je vais chercher. Donc je ne suis pas addict, mais j'ai une relation quand même qui est très proche de mon portable. Et je disais justement l'urgence, la performance et puis l'anxiété. Je pense qu'on doit aussi se pencher comme dans notre vie. On se construit toute notre vie. Des fois, je me dis, je me déconstruis, je me construis, mais on doit se construire toute notre vie. Et j'aimerais passer un message à ma génération justement, de bien faire attention aussi à ça, parce que quand je suis dans des tea rooms, et je vois beaucoup d'adultes aussi qui sont beaucoup sur les réseaux, beaucoup sur leur portable, et que le contact devient plus difficile par le regard. Voilà, merci. Une responsabilité collective, oui. Je vous laisse passer à moins que quelqu'un veuille réagir, sinon on prendra la dernière question tout devant. Merci madame. Oui, alors en effet, Lara Depreux, je suis la directrice de la Haute École de Santé. Et ce n'est pas une question, j'aimerais juste plutôt peut-être revenir sur 2-3 éléments qui ont été dits, notamment avec l'intervention de la jeune qui faisait un petit peu cet appel sur les cours, par exemple, de gestion de stress, l'intervention de Boris sur peut-être est-ce qu'on professionnalise trop, et puis les différentes interventions qu'on fait maintenant dans les cadres scolaires, mais de l'extérieur. Et j'ai vraiment envie de dire, en effet, on a besoin d'un cadre, mais un cadre bienveillant, et puis ce n'est bien plus que juste des cours de gestion de stress, ça va au-delà de ça, ça va du soutien à la réussite, ça va avec des conseillères aux études,
Ça va des activités peut-être comme du yoga ou autre, où les jeunes peuvent se retrouver dans un autre milieu. Et si dans chaque école on prend cette conscience-là et cette sensibilité-là, je pense qu'on peut absorber vraiment beaucoup de choses dans la prévention, de la promotion, en fait, avant même de faire recourir en fait, à ces différentes ressources-là, qui bien évidemment sont nécessaires, qui sont utiles, qui sont primordiales, mais dans des cadres bien spécifiques. Et c'est vraiment un peu un appel en fait, à différentes écoles d'être sensibles à cette bienveillance, mais avec un cadre. Merci pour ce message. Si vous avez d'autres questions, les interlocuteurs restent encore quelques minutes après, aussi pendant l'apéro. On avait envie de terminer sur une note un peu différente, une note artistique. On a l'honneur d'avoir Alain et Fred Mudry qui vont venir nous jouer, nous lire quelque chose. Donc c'est un texte d'Antonin Artaud, qui est une figure marquante et controversée, un écrivain qui a passé une grande partie de sa vie en institution psychiatrique. Et puis en explorant les limites entre le réel et le délire, il a beaucoup influencé la psychiatrie moderne. Donc c'est un poème rock qui nous est interprété par Frédéric et Alain Mudry. Merci à eux. Merci. Je m'offre à chacun comme sa récompense. Je vous la donne même avant que vous l'ayez méritée. Mérité. Il y a quelque chose en moi. En moi. Au fond de moi. Au centre de moi. Quelque chose d'infiniment aride. Infiniment aride. Comme le sommet des plus abruptes montagnes. Quelque chose de comparable au point mort de la rétine et sans écho. Sans écho. Non mais sans écho. Et qui pourtant voit et entend. Un être ayant une vie propre et qui écoute impassible tous les bavardages de ma conscience. Tous les bavardages de ma conscience. Non mais tu fais que répéter. Tu sais pas par cœur. Par cœur. Un être fait de néant, si c'est possible, insensible à mes souffrances physiques, qui ne pleure pas quand je pleure. Non. Qui ne rit pas quand je ris. Qui ne rougit pas quand je commets une action honteuse et qui ne gémit pas quand mon cœur est blessé, qui se tient immobile et ne donne pas de conseils, mais semble dire éternellement « Je suis là, indifférent à tout. C'est peut-être du vide, comme est le vide, mais si grand que le bien et le mal ensemble ne le remplissent jamais. La haine y meurt d'asphyxie, et le plus grand amour n'y pénètre jamais. Et où que j'aille, dans l'univers entier, je rencontre toujours, hors de moi, comme en moi, l'irremplaçable vide. L'inconquérable rien. Pas d'esprit, pas d'âme, pas de cœur, pas de famille d'êtres, pas de légion, pas de confrérie, pas de participation, pas de communion des saints, pas d'ange, pas d'être, pas de dialectique, pas de logique, pas de syllogistique, pas d'ontologie, pas de règles, pas de règlement, pas de loi, pas d'univers, pas de conception, pas de notion, pas de concept, pas d'affect, pas de langue, pas de luette, pas de glotte, pas de glande, pas de corps thyroïde, pas d'organes, pas de nerfs, pas de veines, pas d'os, pas de limon, pas de cerveau, pas de moelle,
pas de sexualité, pas de Christ, pas de croix, pas de tombeau, pas de résurrection, pas de mort, pas d'inconscient, pas de subconscient, pas de sommeil, pas de rêve, pas de race, pas de genre, pas de faculté, pas de principe, pas d'attribut, pas d'acte, pas de fait, pas d'avenir, pas d'infini, pas d'éternité, pas de problème, pas de question, pas de solution, pas de cosmos, pas de genèse, pas de croyance, pas de foi, pas d'idée, pas d'unité, pas d'anarchie, pas de bourgeoisie, pas de parti, pas de classe, pas de révolution, pas de communisme, mais la révolution, l'anarchie, la nuit, la logomachie. Votre carnaval n'est pas une révolution. Votre carnaval n'est pas une révolution. Pas d'analyse, pas de synthèse, pas de dedans, pas de réserve, pas d'exudat, pas de sueur, pas d'inspire, pas de suspire, pas de zone, pas d'iridation, pas de physiologie, pas de classe, pas de lutte des classes, pas d'organisme, pas de psychologie, pas de discernement, pas de rang, pas de classe, pas de société, pas de qualité, pas de vertu, pas de vice, pas d'honneur, pas de péché, pas de valeur, pas d'amour, pas de haine, pas de sentiment, mais du corps et des coups, des coups, des coups, des coups. Votre carnaval n'est pas une révolution. Votre carnaval n'est pas une révolution. Je ne sais pas, mais je sais que l'espace, le temps, la dimension, le devenir, le futur, l'avenir, l'être, le non-être, le moi, le pas moi, ne sont rien pour moi. Mais il y a une chose qui est quelque chose, une seule chose, qui soit quelque chose, et que je sens à ce que ça veut sortir, la présence de ma douleur de corps, la présence menaçante et jamais lassante de mon corps. Et quand on me presse de questions, et que je nie toutes les questions, il y a un point où je me vois contraint de dire non! Et ce point, c'est quand on me presse, quand on me pressure, et qu'on me traite jusqu'au départ en moi de la nourriture, de ma nourriture et de son lait. Et qu'est-ce qui reste? Que je suis suffoqué. Et je ne sais pas si c'est une action, mais en me pressant ainsi de questions, jusqu'à l'absence et au néant de la question, on m'a pressé jusqu'à la suffocation en moi de l'idée de corps et d'être un corps. Et c'est alors que j'ai senti l'obscène et que j'ai pété de déraison et d'excès et de la révolte de ma suffocation. Et c'est alors que j'ai tout fait éclater, parce qu'à mon corps, on ne touche jamais.
Merci beaucoup à Alain et Fred Mudry. Merci beaucoup à vous quatre. Je remercie aussi les fruits de Martigny qui nous ont offert les petits cadeaux qu'on va vous remettre. Merci à vous toutes et tous. Donc pour prolonger ce moment, vous l'avez, comme on l'a annoncé, encore le stand à l'arrière de Promotion Santé Valais. Vous retrouvez l'intégralité de cette conférence sur Rhône TV, que je salue d'ailleurs les gens qui nous ont suivis à distance. Et puis dans le Nouvelliste donc de ce matin, avec un compte-rendu de cette conférence dans l'édition d'après-demain. Je remercie encore une fois tous nos partenaires. Merci et prenez soin de votre santé. Le rendez-vous de la santé, un événement en partenariat avec le groupe Mutuel, la HESSO Valais-Valis et Promotion Santé Valais.